Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, malgré la neige et la tempête, c'est le mois de carême. Mais je sais que les Traoriquais se cachent derrière la case ou la maison pour tricher. Bon, on ne peut pas se fatiguer de parler de notre beau pays, la Guinée. Malgré les difficultés, la misère, l'insécurité et la terreur que ce groupe armé, ce groupe de bandits armés exerce sur la population. À cette période de pénitence, nous prions Dieu de nous aider à nous débarrasser de ces mécréants. Parce que Mamadi et ses amis, c'est les mécréants. Hein? Plus mauvais que ce groupe-là, tu meurs. Parce que, si vous remarquez bien, notre pays ne fait que retourner en arrière. On n'est même pas obligé de rentrer dans des explications sophistiquées ou compliquées. Il suffit de regarder. La pauvreté a augmenté en Guinée. L'insécurité a augmenté. Les meurtres, les disparitions, les incendies, ça a augmenté en Guinée. Qu'est-ce qui est fait du bon au retour? Moi, je ne vois pas. Hein. Quand j'entends les gens dire « Mamadi est en train de travailler, il est en train de faire », Mamadi, c'est un populiste. Vous savez, le développement, ce n'est pas un slogan. Le développement n'est pas l'embellissement. Ce n'est pas, comme certains le croient, le modernisme, embellir par là, peindre les routes, malgré que ça ne faisait même pas partir de cette route. Ce n'est pas ça le développement. Certes, on peut dire, bon, il a fait cette route-là, ou ruelle, où il a fait ça. Mais ça, ce n'est pas le développement, c'est peut-être l'embellissement ou la modernisation. Le développement, c'est lorsque ça transforme ta vie, qui était difficile avant, et te rend une vie plus convenable ou favorable. C'est en ce moment qu'on parle de développement. Et on ne parle pas de développement lorsqu'il y a la misère au pays. On ne peut pas parler du développement lorsqu'il y a l'insécurité dans le pays. On ne peut pas parler du développement dans un pays lorsqu'il y a injustice. Aujourd'hui, tu as ça, quelqu'un vient, il tombe sur toi parce qu'il a le pouvoir, il s'est accaparé du pouvoir public. Ça, aucun investisseur ne viendra investir. En tout cas, un investisseur sérieux. C'est les brigands et les escrocs qui viennent en Guinée aujourd'hui. Ils viennent amasser tout ce qu'on a comme recherche et tout ça et s'en aller parce qu'ils se disent quoi? Ils disaient tout peut éclater, n'importe quel. Mais prenez ces jeunes directeurs-là ou les ministres, personne n'a un compte, même s'ils ont un compte en Guinée, ils prennent tout leur argent, ils viennent mettre ça dans les comptes à l'étranger. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas, c'est-à-dire c'est trop fragile. Tout peut se casser tous les jours. Donc, c'est vraiment dommage. Je reviens au sujet, c'est ce qui m'amène à dire que, à répondre le soi-disant ministre comme un gouverneur de la Banque centrale, Karamoko Kaba, je crois. Je sais qu'il fait exprès. Ce n'est pas un inculte comme Mamadi. Karamoko, certes, je ne sais pas ce qu'il a fait comme cursus, mais ce qui est marrant en Guinée,
Et ce qui est choquant, c'est ceux qui se disent intellectuels, qui tiennent les discours, disons, les discours manipulateurs. C'est-à-dire, ils transforment la vérité au mensonge. Parce que tout ce qui est évident aujourd'hui en Guinée, c'est du mensonge. On dit en Guinée, le menteur est plus applaudi que celui qui dit la vérité. Sinon, un intellectuel, comme j'ai un peu fouillé un peu sa biographie sur le net, on dit qu'il est sorti, je ne sais pas, d'une école, il a travaillé, école de commerce de Paris, il a travaillé, je ne sais pas, à la bourse. Bon, tout ça, moi, vraiment, c'est les choses qui ne m'impressionnent pas. Pour moi, le diplôme n'a de valeur lorsque la personne qui utilise son diplôme dans l'honnêteté, quelles que soient les conséquences, il dit ce qui est vrai, honnêtement, sans être influencé, soit pour le problème de poste ou sur le problème de truc. Sinon, on n'a pas besoin de faire la faculté d'économie, aller à l'école pour dire que la valeur de la monnaie guinéenne, le franc guinéen, est la monnaie la plus haute. Il dit d'ailleurs dans le monde, comparativement à dollar. D'abord, je dirais à mon frère Kaba, c'est pourquoi je dis que, certes, il n'est pas ignorant, mais pour moi, un intellectuel qui ne dit pas la vérité, surtout dans un pays où 80, je dirais comme ça, 60% ou 70% de la population est analphabète, c'est grave. Parce que l'élite guinéenne transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Sinon, un économiste comme lui, en plus gouverneur de la Banque centrale, qui ne peut pas expliquer au commun des Guinéens qu'est-ce qui définit la valeur d'une monnaie. La valeur d'une monnaie est définie par le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat de façon très simple. Dans un pays, à l'intervalle de 6 mois, successivement, il y a l'augmentation des prix sur le marché local. On appelle ça inflation. C'est-à-dire la monnaie a perdu sa valeur. Parce que l'inflation, par définition, c'est quoi? C'est la perte de la valeur de la monnaie. Les conséquences maintenant, c'est l'augmentation des prix sur le marché. De façon très simple, sans rentrer dans les théories, disons, savantes là, des amphithéâtres. C'est ça la valeur d'une monnaie. J'ai 1000 francs aujourd'hui. Avant le coup d'État, j'achetais mon sac de riz à 220 000, 230 000. Après le coup d'État, je l'achetais à 280 000. Une année, 2 ans après, je l'achète à 360, voire même 400 000. Tu peux me dire, moi, enseignant, que notre monnaie est forte. Mais qu'est-ce qui fait que j'achète alors plus cher ce que j'achetais moins cher avant? Le transport, ça a augmenté. L'augmentation des prix sur le marché, ça veut dire que la monnaie locale, parce que la monnaie guinéenne, c'est une monnaie locale. On le compare au dollar, c'est dans les transactions internationales qu'on compare au dollar. Sinon, la valeur de la monnaie guinéenne s'apprécie sur le pouvoir d'achat du Guinéen. C'est le panier de la ménagère qui détermine la valeur. Donc, quand je vois un gouverneur de la Banque centrale dire que depuis le coup d'État, la monnaie n'a pas sauvé, mais ça me fait rire.
sans fait, parce que pour eux, les Guinéens sont des cons. C'est-à-dire, on ne peut pas réfléchir. On peut dire, mais ce qui me choque dedans, c'est lorsque on fait, c'est-à-dire on prend la science ou la connaissance, en faire un instrument de manipulation de masse. C'est ça qui fait mal. Sinon, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que la monnaie guinéenne ne vaut rien aujourd'hui là. Pour la population guinéenne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la misère? Pourquoi les prix ne changeaient pas avant le coup d'État au temps d'Alpha? Qui parlait de l'augmentation de ceci ou cela? Aujourd'hui, à Conakry, demandez les gens 4 gombos à 10 000 francs. Les petits gombos là, 4, c'est-à-dire, attendez, 1, 2, 3, 4, à 10 000 francs. À peu près un gombo, on dira à 1200, 1250. Un seul morceau de gombo. Et le sac de 50 kilos fait à peu près le salaire d'un enseignant. C'est 1 700 000, voire 2 millions. 2 millions de francs guinéens. Et toi, tu vas dire aux gens que la monnaie, parce que la monnaie n'est rien d'autre qu'une marchandise qui permet d'acheter les autres marchandises. Mais quand la marchandise perd sa valeur, il faut beaucoup plus pour avoir... C'est comme un système de troc. C'est ça. Donc, je ne comprends pas. Mais pourquoi M. Karamoko Kaba, il ne nous a pas parlé de la disparition des 4 tonnes d'or? Comme dans son analyse ou son discours, je l'ai un peu suivi, il voulait nous faire comprendre que la Banque centrale, ça marche, tout ça. Mais il ne nous a pas parlé des 4 tonnes d'or qui ont disparu. Qui en parle aujourd'hui? Où se trouve Tidiane Goïta, il paraît? Parce que le Mauritanien, là, Seydou Yakouba, c'est pas moi, lui, on l'a récupéré, il est au Mauritanie. Et puis, je vous dis, ce n'est pas 4 tonnes, c'est 12 tonnes d'or qui a disparu à la Banque centrale. Là, on n'en parle plus. Le même gouverneur qui a passé, je crois, 2 nuits à la gendarmerie, dont ils ont réglé ça à l'amiable, vient nous dire non, la monnaie est forte. Si la monnaie guinéenne était forte, il faut payer alors les anciens. Il faut essayer de régler les arriérés de salaire qui datent depuis. C'est-à-dire la force d'une monnaie, ce n'est pas en comparant à dollar ou à euro et tout ça. Ce n'est pas ça qui détermine la force d'une monnaie. Ce n'est pas sa convertibilité avec d'autres monnaies. Actuellement, ceux qui ont l'argent en Guinée, c'est les vendeurs de drogue, c'est les narcos. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, j'ai lu un monsieur qui vend un terrain nu à Camayen à 3 millions de dollars, 30 milliards de francs guinéens, un terrain nu. Hein. Ça te fait combien de duplex ici? Plus de 5 duplex en Amérique du Nord, c'est-à-dire terrain, maison construite, tout. Tu as la moyenne 450 jusqu'à 600 000 dollars. Mais imaginez-vous un terrain nu à Camayen à 3 millions de dollars. Vous savez ce qui fait ça? C'est parce qu'il y a la spéculation foncière. C'est-à-dire avec Mamadi, les narcos sont venus, ils ont ramassé, ils ont tellement d'argent, de sorte qu'ils augmentent les prix à cause de les prix augmentés. Parce que quand vous allez aujourd'hui à Conakry, au bord de la mer, sont eux qui sont en train de construire partout. Tous les immeubles. Donc ils augmentent les prix artificiellement. Parce qu'ils ne tiennent pas compte du niveau de vie de Guinée. Combien de Guinéens peut acheter un terrain nu à 3 millions de dollars? Même si c'est à Kaloum là-bas. Les gens doivent se poser la question. Et ce qui est encore grave,
Mamadi a demandé à Dansa, le CNT, de lever l'article 36. L'article 36 de la Banque centrale. Qu'est-ce que l'article 36 nous dit? L'article 36 de la Banque centrale dit dans la loi que l'État ne peut pas prêter plus de 5% d'argent à la Banque centrale. Dans une année, l'État ne doit pas dépasser 5%. Mamadi dit que c'est peu. En 2010, Alpha, lorsqu'il est venu, ce taux-là, c'était à 35%, de 20 à 35%. Lorsque Alpha est venu en 2010, il dit pour faire du sérieux, on va fixer ce taux-là 5%. Et les 5% là que l'État prête à la Banque centrale, il doit le rembourser dans 3 mois. C'est-à-dire dans 90 jours, l'État doit rembourser la Banque centrale. Parce que la Banque centrale est autonome. La Banque centrale, en principe, est autonome et indépendante. Sa gestion est autonome et indépendante. Son rôle, c'est la régulation de l'économie du pays. Mais c'est comme si tu as une entreprise. Tu confonds la caisse de l'entreprise à ta propre poche. Est-ce que ton entreprise va évoluer? Vous demanderez les bons hommes d'affaires, là, ceux qui sont dans l'affaire, ils disent que leur business, eux, ça fait deux. C'est-à-dire, le business, c'est une entité qui est propre. C'est pourquoi quand un entrepreneur sérieux, il se fixe un salaire pour ne pas toucher l'argent de l'entreprise. Mais quelqu'un qui prend, il prend dans la caisse de l'entreprise, ce qui est clair, l'entreprise va faire faillite. Mais c'est avec ça l'État aussi. La Banque centrale n'est pas un prêteur d'argent directement à l'État. La Banque centrale est là pour contrôler la bonne santé de l'économie, réguler l'économie, pour ne pas être... Mais les gens là, ils sont venus, ils ont tout déstructuré. C'est-à-dire notre économie qui avait commencé à être solide, ils sont venus, ils ont tout gâté. Maintenant, il n'y a pas un quota, un montant fixe. C'est-à-dire, Mamadi peut se servir de l'argent de tous les Guinéens, faire ce qu'il en veut avec l'argent. C'est-à-dire, d'ailleurs, depuis au départ, la Banque centrale est chez lui. Autant d'Alpha. À chaque 6 mois, à chaque 2 semaines, la Banque centrale publiait l'avoir public. C'est-à-dire l'argent public qui est là, c'est publié à la Banque centrale. Mais aujourd'hui, tout est en cachette. On a vu les conteneurs, on a mis ça dans les frigos vides. L'argent de la Banque centrale allait sur la main. La Guinée n'a plus de réserve d'échange. Quand il y a une crise sérieuse aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas d'argent. C'est ça. C'est-à-dire on vit comme une boutique d'un Libanais, quoi, qui fonctionne de jour au lendemain, ou un chauffeur de Magbana. C'est ça, Mamadi gère la Guinée et il a pris les gens aussi qui ont... C'est pourquoi j'ai pitié des gens qui suivent Mamadi parce que eux, tout ce qui leur intéresse, c'est maintenir leur statut ou les privilèges, avoir un poste. Et par après, c'est les mêmes qui disent dans les causeries qui étaient sur Internet, ah, le pays n'avance pas, le pays... Parce que le mal en Guinée, on est en perpétuel recommencement. C'est-à-dire, on avance 2 pas, on retourne 2 pas derrière. C'est ça qui est le mal. Donc, je crois que le gouverneur de la Banque centrale, de la Banque centrale, mieux vaut nous parler de l'état de l'économie guinéenne et nous informer où est passé ces 4 tonnes. Disons les 4 tonnes d'or que vous dites, mais en vérité c'est 12 tonnes d'or. Qu'on nous informe de ça, au lieu de venir nous dire que le franc guinéen, c'est la monnaie la plus forte dans le monde actuellement par rapport au dollar. Mais nous, on
n'a rien à foutre. Nos parents, quand moi je prends un dollar ici, je vais envoyer à quelqu'un en Guinée, il reçoit ça en francs guinéens. Mais c'est que, c'est-à-dire, c'est les discours d'insultes. C'est les discours tellement indignes, provenant des gens qui ont fait, soi-disant, des études sérieuses. Tenir un tel discours, c'est l'indignité totale. Parce que c'est le comble de malhonnêteté intellectuelle. Dans une situation, dans un pays où le taux d'inflation dépasse les 2 chiffres, où l'augmentation, c'est-à-dire dans un pays où il n'y a pas une semaine qui passe sans te dire qu'il y a eu plus de 1000 milliards de francs guinéens détournés. Détournés où? Dans les régies, c'est-à-dire c'est les régies qui gèrent l'entrée d'argent. La douane, quand tu prends la douane, tout ce qui est taxes, impôts et tout ça, là, passe par la douane. Mais là-bas, il disparaît. 1000 milliards de francs guinéens, 100 millions de dollars, disparaît. L'impôt qui va aller récupérer, on dit là-bas aussi, il y a 1400 milliards de francs guinéens qui disparaissent. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de sérieux. Mais il faut que les Guinéens comprennent ça. Vous savez pourquoi au temps d'Alpha Condé, on n'a jamais assisté à un tel cas? Qui a entendu autant, durant 11 ans d'Alpha Condé, qui a eu 10 milliards de détournés à la douane? Qui a entendu ça? Parce qu'il y avait quoi? Il y avait la dématérialisation des paiements. C'est-à-dire le commerçant ne donnait pas l'argent directement au douanier. Soit il allait payer, soit en ligne, ou il va au trésor, il paye là-bas, c'est le reçu qu'on le donne. Le douanier ne verra que le reçu. Donc on l'a dématérialisé. Et puis il y avait l'unicité des caisses. Il y avait un compte unique au trésor public. Tout l'argent de l'État rentrait là. Mamadi est venu, il a cassé tout ça. Parce que pour lutter contre la corruption, ce n'est pas la répression, leur mettre en prison, c'est la dernière étape. Il faut d'abord mettre en place les outils, les instruments qui empêchent les gens de détourner facilement. Parce que c'est ça, la vraie lutte contre la corruption va toujours exister partout au monde. Mais pourquoi dans certains pays, c'est atténué, pour ne pas dire que ça dit, c'est parce qu'il y a des mesures et il y a trop d'obstacles, surtout de la part de fonctionnaires de l'État. Parce qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Pourquoi lorsqu'on a arrêté le directeur de la douane, il y a plus de 50 transitaires qui ont été arrêtés? Parce que eux, c'est les corrupteurs. Ils savent comment ça marche. Et ils voyaient les parents de Mamadi, de Bala Samoura, comme ça se faisait dans les années 2000 au temps de Lansana. Quand un conteneur vient, un commerçant, il cherche un parrain. C'est-à-dire, on dit le conteneur là, c'est pour la présidence. Ou le conteneur là, c'est pour Bala Samoura. Ou c'est pour Amara et tout ça là. Donc, il y a le passe-droit. C'est l'État qui perd les recettes. Au temps d'Alpha Condé, même les conteneurs destinés à la présidence étaient dédouanés normalement. Même si on retournait l'argent par après, mais il était dédouané. Vous pouvez demander tous les douaniers te disaient. Donc, l'affaire là était close. Au temps d'Alpha Condé, on ne payait pas en espèces le douanier. Tu vas aller payer au trésor ou à la banque, c'est le reçu que tu montres au douanier. Donc, pratiquement, excusez-moi, pratiquement c'était difficile que nous assistons à ce spectacle qu'on a. Dans un pays, quand tu viens, tu entends qu'il y a 1000 milliards qui est volé, qui est détourné à la douane,
et le directeur de la douane est en prison, son adjoint est en prison, il y a plus de 30 transitaires qui sont en prison. On te dit le directeur général de l'impôt est en prison, son adjoint en prison, il y a d'autres aussi complices qui sont en prison. Mais si tu es homme d'affaires, tu diras, mais ce pays-là n'est pas sérieux. Mais regardez, c'est pas sérieux. Donc quand j'entends un gouverneur de la Banque centrale qui veut nous faire croire que l'économie guinéenne va mieux. Ces milliards qui ont été dilipidés, là, volés, détournés, vous croyez que c'est les directeurs là seulement qui sont dedans? Ils ont des complices, mais ils ont peur à l'heure là de dire leur nom. Parce que le règlement sous Mamadi, il y a certaines choses, tu le dis, il te tue. Ou ses amis même tuent les balas samouraïs et tout ça. Je vous dis, on n'est pas dans un État en Guinée. L'État n'existe plus. On est, c'est-à-dire, on est braqué, pris en otage par un groupe de délinquants. C'est ça qui se passe en Guinée actuellement. Donc, si je fais le cas, la sortie du gouverneur de la Banque centrale, qui nous parle de la santé de l'économie guinéenne par rapport à sa monnaie, la seule question que je la pose, si notre monnaie est forte, qu'est-ce qui explique la fluctuation des prix, l'augmentation des prix sur le marché? Quel que soit, ce n'est pas lié au problème du mois de carême et tout ça. Les prix, le sac de riz était monté à 380 jusqu'à 400 000, 4 mois ou 5 mois avant le carême. Au carême, on sait que d'habitude, au mois de carême, les prix augmentent. Mais cette fois-ci, ça a débordé. Certains vous diront qu'une seule tomate comme ça, c'est 5 000. Mais imaginez-vous, une seule tomate. Et c'est les produits qui sont cultivés en Guinée. Ça ne vient pas à l'extérieur. Hein. Mais comment expliquez-vous qu'un produit qui est fait en Guinée, gombo est produit en Guinée, le piment est produit en Guinée, la tomate fraîche là est produite en Guinée, qu'est-ce qui explique que leur prix augmente? Avant même le mois de carême, il faut expliquer ça à nos parents. C'est que au temps d'Alpha Condé, qu'est-ce qui faisait que ces prix-là, gombo, tomate ou poisson, ça n'augmentait pas? Qu'est-ce qui faisait ça? C'était simple. Alpha Condé, avec à la présidence, il y avait ce qu'on appelait les initiatives présidentielles. Les initiatives présidentielles, c'était quoi? C'était d'aller voir nos mamans, nos sœurs ou les paysans qui font de culture maraîchère, leur donner les petits outillages de travail. On leur donnait les brouillettes, on leur donnait les arroseurs, on leur équipait. Mais on ne s'est pas arrêté à leur équipement. On leur donnait les semences améliorées pour que le rendement monte. Mais aussi, il y a des conseillers agricoles qui passaient le voir, leur expliquer comment cela se fait. C'est pourquoi ils produisaient beaucoup et que le prix n'augmentait pas. Le gombo, avant le coup d'État, le sac de 50 kilos, c'était à 240 000. Aujourd'hui, le même sac de gombo est à presque 2 millions de francs guinéens. Donc, ce qui explique ça, c'est que Alpha s'est occupé de nos paysans, de nos mamans qui faisaient du maraîchage. On voit même à la sortie la haute banlieue de Conakry, on voyait à Fria, on voyait à Fourcaria, à Koya. Tout ce qui faisait, il y avait des groupes de jeunes agronomes qui s'occupaient d'eux. On leur donnait des semences, on leur donnait les conseils agricoles, on leur donnait les petits outillages. Donc ils produisaient, ceux qui produisaient, la quantité s'écoulait. Parce que c'est l'économie du marché. Quand l'offre est supérieure à la demande,
les prix baissent. Mais quand la demande est supérieure à l'offre, c'est ça que les prix augmentent. Donc les gens ne peuvent pas produire beaucoup parce qu'on ne leur donne plus des petits outillages. Ils n'ont plus l'assistance des conseillers agricoles. Ils n'ont pas de semences. On a augmenté le prix du carburant. Quelqu'un qui prenait un camion, un Magbana à Conakry, on sait à 3h, 4h du matin, nos mamans à Kalomo, à Bessia, partout, ils sortent très tôt pour aller à Koya, à Furkaria, pour aller prendre ces légumes-là. Ils déplaçaient ce Magbana à 10 000 francs guinéens, soi-disant. C'est un exemple. Aujourd'hui, le même Magbana qui déplaçait aller-retour pour aller chercher ces légumes-là, aujourd'hui, le même Magbana leur coûte 50 à 100 000 francs guinéens. Imaginez la différence. Donc, ils mettent cette différence, c'est les charges. Ils le mettent ça sur le produit à vendre. C'est ça qui explique l'augmentation des prix des produits locaux, c'est-à-dire qui sont produits en Guinée. C'est parce que Mamadi a abandonné le monde paysan. Il a abandonné tout. Il a gâté tout ce qui faisait le bonheur des Guinéens. Parce que le développement, ce n'est pas venir faire une route ici, mettre du peinture ou mettre un truc là, passage. Mais qu'est-ce que les gens ont à foutre des routes s'ils ont faim? Quand ils sont malades, ils ne peuvent pas aller se traiter. Quand ils vivent dans l'insécurité, ça, ce n'est pas du développement, c'est du propagande politique. Ça, c'est l'éléphant blanc dans un désert. On ne développe pas un peuple en le théorisant. On ne développe pas un peuple qui a faim. On ne développe pas un pays dans la barbarie. La terreur n'a jamais développé un pays. Les gens ont peur en Guinée. Si je vous dis aujourd'hui que les militaires, ils n'osent pas assister au baptême ou au mariage de leurs amis, il y a combien de militaires qui ont disparu? Mamadi a détruit même ce système, disons, la sociabilité. Mamadi a détruit ces valeurs sacrées de nos ancêtres. Le Guinéen a peur maintenant du Guinéen. Le Guinéen ment pour vivre parce qu'il a faim. Mamadi a appauvri le peuple de Guinée pour le théoriser. Il a rendu pauvre le peuple de Guinée. Et il a créé, c'est ce qu'on appelle la nouvelle bourgeoisie locale, basée sur l'illicite. Parce que ce groupe de bourgeois qu'il est en train de créer, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ne sont pas partis sur une économie viable. C'est-à-dire ils vivent en rançonnant l'État. C'est-à-dire Mamadi devient pour eux un fonds de commerce. C'est pourquoi l'activité principale en Guinée qui marche aujourd'hui, c'est les mouvements de soutien de Mamadi. Les jeunes ont abandonné l'innovation. Tu ne vois pas comme au Bénin, au Cameroun et tout ça, tu vois un jeune qui a fabriqué un robot, il est en train de faire, on encourage les jeunes. Non, mais en Guinée, il faut créer des mouvements de soutien. Donc Mamadi a tué l'esprit entrepreneurial, disons, chez les jeunes Guinéens. Mamadi, il piétine l'avenir, c'est-à-dire notre avenir, ça c'est fini, hein, mais il est en train de détruire le devenir des gens, de nos enfants et de nos petits-enfants, en projetant cette illusion folle, Simandou 2040. Simandou 2040. Ça veut dire quoi? Tu le demandes, il ne sait pas. Il paraît que le programme n'est même pas écrit. Ils ne savent pas, c'est-à-dire ils ont transformé la Guinée 2040 de Alpha Condé, une vision globale. Ils prennent ça parce qu'eux vivent du slogan. Hein. Ils disent, au lieu de la Guinée 2040, ils disent Simandou 2040.
Maintenant, ils n'arrivent même pas à convaincre les gens. On a vu la sortie du conseiller du CNT là. On a vu Amara se démettre pour expliquer, mais Amara, un toutou comme Amara, qu'est-ce qu'il peut? Djiba ne peut pas parler. Tu vois? Comme on interdit à mon jeune frère Bounasila, même si son domaine dans les mines, bon, lui il est juriste de formation de base, mais il est beaucoup plus outillé que les autres là, mais il est interdit à Bounasila de faire des communications publiques sans se référer à Djiba. C'est ça, hein, parce que les postes de ministre des Mines en Guinée, c'est-à-dire, c'est les prête-noms. Sinon, les vrais ministres des Mines en Guinée, c'est Djiba, c'est Idi Amin, c'est Balassa. C'est-à-dire, les mines guinéennes, c'est le nerf de la guerre. Ça sert à garnir leur compte en Occident ici, à détruire et à acheter les armes. C'est ça. C'est-à-dire, ce coup d'État, l'une des raisons, c'est les mines en Guinée. L'Occident aussi en profite. Vous savez, Donald Trump, sa sortie là, vous avez vu avec l'Ukraine, il demandait l'achat des minéraux rares là-bas. C'est-à-dire, Donald, moi, même si c'est quelqu'un, je n'aime pas, c'est dit, mais il est direct. Tu peux ne pas l'aimer, mais c'est quelqu'un, il dit oh, ce que les autres cachent. Lui, il est clair dedans. Hein. Toutes les guerres, tous les conflits, les coups d'État, c'est conditionné, surtout quand le pays est riche. Le coup d'État en Guinée, il n'y a même pas de preuves à chercher maintenant. On a fait le coup d'État contre Alpha Condé parce que la France, les États-Unis considéraient Alpha Condé comme un obstacle. Un obstacle pour eux pour mettre la main sur nos matières premières. Et ils disaient qu'Alpha Condé est plus proche des Chinois, des Russes et des Turcs. Bon, c'est la guerre froide qui revient dans les années 60, c'était comme ça. C'est pas nouveau. Vous avez vu, la France, qu'est-ce qu'il a fait? Partout où il y a eu coup d'État en Afrique, la France, la première décision que la France prend, c'est de suspendre la coopération militaire. Et il l'a fait dans tous les pays là. Mali, il a fait, là. Niger, il a fait, Burkina, il a fait, sauf en Guinée. Il n'a pas suspendu sa coopération militaire, mais plutôt il a renforcé sa coopération militaire. Parce que 2 mois après le coup d'État, on a vu Idi Amin à la vente des armes là, ce qu'ils appellent salon militaire et tout ça. Par après, ils disent que les armes là qui sont en Guinée, ça ne vient pas de Dubaï ou de l'Arabie. C'est les armes qui étaient stockées en Côte d'Ivoire et au Mali. C'est ces armements-là qu'ils ont reconditionnés pour venir déverser ça en Guinée. Allez à Sarankouni aujourd'hui. La centrale d'hydrocarbures qu'ils sont en train de construire à Mandiana, c'est le ministère de la Défense française qui a financé ça. Certes, c'est un prêt, mais c'est un prêt remboursable. Actuellement, la surveillance de la ville de Conakry est confiée à un groupe français. Et toute l'infrastructure de construction de Simandou, le bureau d'études qui s'occupe de cela, c'est Agifrance. Et Agifrance, 70% des actions dans Agifrance, ça appartient à la caisse de dépôt français, donc l'État français. C'est-à-dire, on ne cherche même pas loin. On sait que ce coup d'État n'est pas contre le professeur Alpha Condé, mais c'est contre le peuple de Guinée. C'est contre ce peuple qui a osé dire, seul contre tous, en 1958, a dit merde à De Gaulle. Ce peuple, par la voix d'Ahmed Sékou Touré, que nous préférons la pauvreté étant libre que l'opulence dans l'esclavage.
Parce que la liberté n'a pas de prix. C'est pourquoi je demande. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, si nous laissons Mamadi continuer, si nous baissons les bras, ça serait le pire moment pour les Guinéens dans leur vie. Notre génération là va regretter ça. Mamadi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Mamadi, c'est-à-dire lui, ce qu'il appelle développement, c'est la construction des prisons. Vous avez vu, il a réhabilité déjà la prison coloniale de Fotoba. Maintenant, la prison de Conakry-Sorokogia, je crois, et Pita. Mamadi est en train de c'est-à-dire c'est les signes que les Guinéens doivent comprendre. Surtout ceux qui se disent aujourd'hui proches de Mamadi, vous serez les premières victimes. Quand il finit ces prisons-là, c'est vous. Et Mamadi va tuer les gens. Mamadi est venu dans le sang. Tout le monde sait. Le coup d'État en Guinée, ça a été le coup d'État le plus sanglant en Afrique ces derniers temps-là. Tous les coups d'État qui sont passés en Afrique, c'est celui de la Guinée qui a été sanglant. Et ce sang-là, ça continue encore aujourd'hui. Vous avez vu ces militaires-là, ces forces spéciales tuent les gens n'importe où. On croyait qu'on avait dépassé ça. Autant d'Alpha Condé avec les réformes de l'armée. On ne voyait pas un militaire dans une boîte de nuit avec les fusils ou bien sortir comme ça, mais tout est revenu aujourd'hui. Leur véhicule, il n'y a même pas de numéro. C'est-à-dire, vous dites que vous êtes les garants de la loi, mais vous violez la loi tous les jours. Je vous dis, on a affaire avec les bandits, les délinquants armés. Donc, chers compatriotes, il faudrait que nous prenions conscience. Parce que le problème de Mamadi, je crois quelque part nous sommes tous coupables. Nous sommes coupables peut-être à des degrés différents. Parce que dans un pays, la démocratie meurt lorsqu'on la laisse mourir. Sinon, dans un pays, dans ce monde où l'éducation civique et le panafricanisme est en train d'émerveiller la jeunesse africaine, nous, Guinéens, on ne peut pas s'asseoir, regarder quelqu'un qui vient non seulement il détruit notre pays, mais aussi il veut implanter la France coloniale qu'on cherche partout en Afrique. Même ses alliés d'hier, au Tchad, on l'a cherché, même en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Nous qui avons dit après 65 ans, après 65 ans, c'est nous qui allons accepter la France aujourd'hui parce qu'un de ces légionnaires qui est leur pion avec sa femme gendarme française veulent faire la Guinée comme leur base arrière. Je crois que ça demande une prise de conscience, surtout aux plus jeunes. Parce que c'est la jeunesse qui est devenue maintenant l'instrument de manipulation de masse. On utilise les jeunes en organisant les festivités qui n'ont pas de sens ou en faisant les groupes, les blogueurs et tout ça. J'aurais aimé qu'on vous invite les entrepreneurs béninois, sénégalais, ivoiriens, vous vous rencontrez, vous faites mais pas des enfants qui viennent s'exhiber, montrer je ne sais quoi, je porte avec une fille mal fichue là qui s'affiche partout. Ce n'est pas ça que la jeunesse guinéenne a besoin. Je crois c'est maintenant que la jeunesse doit se libérer. Parce que la manipulation tient de fois, il profite de votre innocence. Mamadi profite de votre innocence en vous disant, qu'en vous donnant une voiture ou en vous promettant un décret. Je n'ai jamais vu
un coup d'État en Guinée où durant 3 ans, c'est les décrets tous les jours, à peu près. Mamadi a fait combien de décrets? Le décret de Mamadi ne valent rien. Ce n'est pas ça qui va bâtir votre carrière. Mamadi vous nomme pour vous manipuler. Vous avez vu beaucoup de gens qu'il a nommés, ils sont où aujourd'hui? S'ils ne sont pas en prison, ils s'enfuient. Et tous ceux qui vont travailler avec Mamadi seront comptables de la gestion de Mamadi. Parce que nous sommes dans un monde où rien ne se perd. On dit rien ne se crée, rien. Tout se transforme. Et tout est archivé maintenant. Avec l'Internet, il y a des traces. Donc, je crois qu'il faut cette prise de conscience. Et comme l'a dit Jeune Afrique, Mamadi n'est pas libre. Vous savez, celui qui a peur n'est pas libre. Mamadi, c'est un clochard, quoi. C'est-à-dire, c'est sans domicile fixe. Parce que pour lui, en se pavanant là, on ne sait pas là où il va échapper son sort. Mais je vous dis que la mort de Mamadi est scellée. C'est-à-dire nos ancêtres, lorsqu'ils faisaient au XIIIe siècle, Kouronko Fouga, ils ont dit à l'article 26 que tout ce qui va faire honnir un chef en public est condamné à mort. Parce qu'ils ont dit, même ton pire ennemi, mieux vaut le tuer que le faire honnir en public. Donc Mamadi est condamné par nos ancêtres. C'est sans recours. Nous, on ne fera qu'exécuter. Donc Mamadi même sait qu'il est mort vivant. Donc fuir, aller dormir. Vous savez, la villa dont on parle à Kassa, c'est celle que KPC a construite. Il a donné ça à Mamadi. Vous savez, KPC, je ne le qualifie même pas un homme d'affaires, c'est les escrocs, c'est les opportunistes qui sont rentrés dans l'affaire, tant mieux. Mais KPC vit de ça. Comme je vous disais au départ, c'est pendant les périodes de transition que KPC triple ses chiffres d'affaires. C'est quelqu'un qui est spécialiste en corruption. KPC, dans ses maisons, c'est-à-dire les domaines ou les maisons qu'il a rebaptisées ou choses là, c'est les maisons d'État. Et il loue ça à l'État. Et par mois, ce n'est pas moins de 15 milliards que KPC a. La Cour des comptes est dans son immeuble. Il y a, je crois, il y a beaucoup d'institutions là. Même les maisons privées de certains ministres, c'est-à-dire les maisons de fonction. Charles Ouette était dans une de ces maisons à Kipé. Donc KPC, les taxes foncières, ils ne payent pas. Ça depuis beaucoup d'années. Parce que KPC préfère donner 1 milliard pour corrompre un inspecteur, un cadre, un commis de l'État, que de payer 500 millions à l'État. KPC vit comme ça. Donc KPC, c'est un receleur et un corrupteur. Donc pour échapper, il dit à Mamadi, parce qu'il a vu, parce que Mamadi est venu avec beaucoup de bandits aussi, il a ramassé. Donc dans les BTT, là, les travaux publics, KPC n'est plus seul sur le terrain. Donc il ne gagne pas beaucoup de marchés publics. Parce que Mamadi a ses jeunes aussi, les badauds qui étaient aux États-Unis ou en France là-bas, ils sont rentrés, ils ont créé leur société. C'est ceux qui fabriquent vos routes là. Vous verrez, la saison pluvieuse. Donc ce que KPC faisait, parce que KPC aussi, quand il fait une route, c'est pour une saison. Dès que la saison pluvieuse finit, la route est gâtée. Vous avez vu les routes de Kabélé là qu'il a fait et tout ça. Donc Mamadi est venu avec ces petits là, les escrocs qui ont fait aussi. Donc KPC est dans cette difficulté. Il dit, pour avoir encore des marchés, pour être proche du président, je vais créer, c'est ce qu'ils appellent synergie Mamadi Doumbouya, tout ça là, avec Makanera et Cheikh Tidiane.
Vous savez, Cheikh Tidiane a été le sous-préfet de Kassa. Au temps d'Alpha Condé, c'était interdit, il y avait un moratoire. Kassa, le terrain ne se vendait pas. Personne ne peut acheter un terrain. Si un autochtone veut vendre son terrain, il va à l'État. C'est comme Kaloum. Il y avait un moratoire. Mais Mamadi a enlevé tout ça. Ils veulent transformer Kassa comme étant leur lieu de blanchiment d'argent. Après avoir réhabilité la prison Souzla, la prison coloniale à Fotoba, donc Kassa va être leur zone de repos. Mamadi passe plus de temps à Kassa qu'au moment 5. Donc cette maison villa là, c'est KPC qui a acheté, qui a construit ça. Donc KPC est dans cette difficulté, créer les trucs pour soutenir Mamadi par-ci, par-là. C'est parce qu'il est en perte de vitesse. Antonio Soirée, lui, il est complètement à terre. C'est les gens qui vivaient dans le faux. Mais vous avez vu Mahmoud Silla au temps de Lansana. Mais Futurulé, c'est où aujourd'hui? Parce que c'est les sociétés qui sont construites sur le faux. Leur unique client, c'est l'État. Et ils font que surfacturer l'État voulait. Il ne peut pas aller chercher d'autres marchés. C'est l'État qui est le seul fournisseur. Dès qu'il perd l'État, il tombe. C'est ce qui fait que Mahmoud Silla, personne ne parle de Futurulais aujourd'hui. Sinon, quand tu construis un empire, on voit dans les pays, même dans certains pays africains, c'est jusqu'à ton petit-fils, il va hériter, mais il faut que le soubassement soit solide. Parce que dans un pays, s'il n'y a pas de base solide, tout peut s'écrouler à n'importe quel jour. C'est ça le vrai problème. Donc on est dans un pays vraiment, c'est nous les Guinéens qui pouvons sauver notre pays. Parce que avec ce groupe de délinquants, ça ne va que de mal en pire. Tous les jours que Dieu fait, j'entendais à Mandiana hier ou avant-hier, il y a eu feu quelque part. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que tu n'entends une calamité quelque part. J'ai un ami qui vient de la Guinée récemment, il était en vacances. Il dit, vraiment mon ami, à l'aéroport, il dit, j'avais ma tante, mes nièces, mais je leur ai vus, j'ai pleuré. Je leur ai demandé s'ils sont malades. Ils ont dit non. Il dit, il a pleuré qu'il y a une telle misère dans le pays. C'est-à-dire que les gens qui ne te demandaient même pas quelles sont eux qui viennent et ils ne te disent même pas, ils écrivent sans lettre, ils te remettent. Qu'il a compris, c'est pas. On ne peut pas bâtir un pays en détruisant tout ce qui avait construit, qui avait petites choses là. Tu viens, tu leur élimines, tu veux créer les nouveaux riches. Ces nouveaux riches là aussi vont tomber, comme toi tu es venu faire tomber les autres. Et tu fais unir les gens, les cadres qui ont sacrifié leur... Et toi, tu fais pire que eux. C'est pourquoi je dirais à nos leaders politiques, d'avoir pitié de ce peuple, d'essayer de parler le même langage. Parce que le mal de la Guinée actuellement s'appelle Mamadi. Il a un visage. Tout le reste là, dès que la tête est coupée là, le reste on sait ce qu'on va faire avec eux. Mais tant que nos leaders ne parlent pas le même langage, qui laissent leur ego à part pour regarder la Guinée en face, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que le mal est... On est brutalisé. En Guinée, les gens n'osent plus parler. Mamadi, seule la force fera quitter Mamadi au pouvoir. Il n'y a pas de... C'est-à-dire il a fait tellement du mal qu'il ne peut plus partir. Seule la force.
Mais le peuple, la Guinée, c'est un peuple pacifique. S'il faut chercher des armes, même créer soi-disant rébellion contre Mamadi, il faut le faire. Parce que tant que les années, les jours, les mois passent, le mal, on descend profondément dans le trou. Mais regardez, qu'est-ce qui s'est amélioré? Dire, ouais, on a une usine de montage. Combien de personnes travaillent dans cette usine de montage? On ne nous a même pas montré l'usine, il faut montrer quelques images des pays par-ci, par-là. L'usine en Guinée, ça se trouve où? On vient montrer les véhicules, on dit marque guinéenne, on fait présentation, vous dites non, l'usine est construite, on est en train de fabriquer, personne ne connaît là où se trouve l'usine. C'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème des Guinéens. Allez à Kewane aujourd'hui. Depuis hier, les femmes ont bloqué toutes les routes parce que Kaba Ginter est venu bousiller les tuyaux qui sont là-bas pour alimenter la population en eau. Il a cassé ça, sa société, il ne s'occupe pas, il continue ses boulots de merde là. Voilà un des escrocs aussi. Est-ce que vous l'entendez parler maintenant? Le problème de courant à Kankan, ce n'est pas lui qui est instrumentalisé avec Ousmane Kaba qui donnait l'argent aux jeunes de tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui ils en parlent? Et pourtant, le courant au temps d'Alpha Condé, Kankan était mieux servi qu'aujourd'hui. Ceux qui ont grévé ou manifesté pour le courant, jusqu'à présent, certains sont en prison. Ça fait bientôt 3 ans. Quand je vous dis, Mamadi n'est venu pour personne. Il est venu avec un groupe de bandits, de délinquants braquer la Guinée, avec le soutien des Occidentaux. Sinon, Mamadi n'est pas venu pour la Haute-Guinée, il n'est pas venu pour la Basse-Guinée, il n'est pas venu pour le Fouta ni pour le Fouta. Mamadi, c'est un délinquant. C'est un délinquant. Mamadi, en Hollande, il a été poursuivi pour la vente de drogue, cocaïne. C'est connu. Mamadi, avant de sortir, Mamadi faisait partie du plus grand groupe de délinquants de Kankan qu'on appelait Cosmos. Leur chef, c'était un nommé Jaguer. Tout Kankan savait ça. C'était les jeunes qui fumaient la drogue, qui venaient harceler les étudiants de l'IPK là. Ils volaient leur téléphone ou leur appareil photo à l'époque. Mamadi a grandi dans ça, dans la délinquance pure. Mamadi, même si tu le vois, il vit dans la drogue. Bill Condé là, c'est lui qui achète la drogue pour lui, c'est lui qui s'occupe de l'affaire de drogue là. Il le fait conseiller spécial. Donc, chers compatriotes, réveillons-nous. Continuons à parler à nos parents, sensibilisons nos parents, parce que rien n'est mauvais que quelqu'un qui sait ce qu'il dit, que ce n'est pas vrai, mais il le dit pour tromper. Parce que ne pas connaître quelque chose, c'est pas grave. L'ignorance, c'est pas grave. Mais la malhonnêteté est punissable. Donc, quand vous entendez le gouverneur de la Banque centrale dire que la monnaie guinéenne est forte, demandez-lui où se trouve cette force-là. Parce que si la monnaie était forte, avec 100 000 francs, tu pouvais avoir beaucoup de choses, peut-être un sac de riz ou un sac de, disons, de gombo. Mais avec, si la monnaie est forte, il faut maintenant 360 voire 400 000 pour avoir un sac. Où se trouve la force de la monnaie? La force de la monnaie ne se compare pas en faisant la conversion avec le dollar. C'est en voyant le pouvoir d'achat dans le pays. Est-ce que le salaire qu'on paye aux gens aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires ne leur permet pas d'acheter un sac de bonbons?
Tu trouveras les enseignants qui ne peuvent plus acheter le sac de riz. Il achète en kilos parce que son salaire ne le permet pas. La vie est chère. L'économie guinéenne est à terre. Et ils font que dilapider notre argent, aller mettre. Maintenant, ils viennent nous raconter, ouais, la monnaie est forte, c'est comme si c'est cela. Mais nous, on ne ressent pas cette force-là. Parce qu'il ne faut pas prendre les gens comme les cons. Donc, chers compatriotes, continuons notre sensibilisation. Parlons à nos parents, à nos amis. Expliquons les choses. J'ai fait cette petite vidéo, c'était pour répondre à ce gouverneur de la Banque centrale parce que le mensonge est devenu pour eux l'outil pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut continuellement mentir aux Guinéens. Il faut leur mettre dans une logique d'illusion et de rêve. Donc, tout leur discours, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, mais ils se disent en leur mentant, ils vont nous croire. Parce que la Guinée, le mensonge est devenu la vérité est devenue le mensonge. Mais quand un imam ment devant toi, on dit un père qui ment partout ne peut pas dire à son enfant de ne pas mentir. Donc la société guinéenne est comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, le mensonge a remplacé la vérité en Guinée. Et en Guinée, pour être détesté aujourd'hui, il faut dire la vérité. C'est ça. Quand tu vois nos imams, nos sages se prêter à ce jeu qui n'osent même pas dire la vérité, tu te demandes, un imam qui a peur des êtres humains plus que Dieu, c'est dommage. Mais néanmoins, continuons. Vous savez, il y a une force qui est plus puissante que celle des humains. Cette force-là, c'est la force de Dieu. Nous sommes un peuple croyant. Dans nos prières, demandons Dieu de nous débarrasser de ces démons. Et prions à Dieu que tout ce qui peut faire le bonheur pour ce pays-là, que ça se réalise. Ça ne tombera pas à terre. Dieu va exaucer. Peut-être c'est nous les hommes qui sont pressés de foi, mais Dieu a son plan. Mais avant, il faut que nous aussi, nous nous mettons pour accélérer. Parce que le problème de Mamadi, c'est quand il ira. Parce que même dans son entourage, entre Idi Amin, Bala Samoura, Amara et lui, ça ne va pas. C'est l'apparence qui trompe. Mais 90% des militaires aujourd'hui ne veulent pas de Mamadi. Mais Dieu est là. Cher ami, je vous dis merci. Bien, merci. Naïsisi, merci. Aboubakar Banakamara, merci. Et merci à tout le monde, ceux qui sont là. Merci à vous. Ceux qui ne sont pas là, dites à leur. Transmettez cette vidéo pour qu'ils écoutent. S'ils trouvent intéressant, qu'ils partagent. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. Bye bye.